RTVE, tout un programme. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RTVE et en particulier les amateurs de la rubrique Totonga Congo. Nous sommes en train de parler des programmes d'analyse de champs visuels. Comme vous le savez, on vous a déjà expliqué la fois passée. Les champs visuels, c'est tout l'espace qu'on voit en un seul instant. Par exemple, quand moi je regarde devant comme ça, je peux voir ma main là-bas, je peux voir ma main là-bas. Tout cet espace-là, c'est ce qu'on appelle champ visuel. Il y a des appareils pour analyser cet espace-là, parce que cet espace peut rétrécir, comme on peut avoir des absences, des zones vides. Dans ces zones-là, l'œil ne voit pas ou bien voit insuffisamment. Alors là, on parle des scotons. Il y a des programmes d'analyse automatique avec des appareils, des champs visuels automatiques qui permettent d'analyser les champs visuels sous différentes formes. Il y a beaucoup de programmes. La fois passée, on a parlé des programmes Threshold avec les autres là. Aujourd'hui, on va parler du programme Threshold macula, c'est-à-dire pour l'examen de la macula, c'est-à-dire la zone qui est chargée de la vision nette, de la vision des couleurs, de la vision des visions. On va commencer, comme d'habitude, on va faire la lecture pour aller très vite, pour ne pas se perdre dans les raisonnements. Donc, on commence. Les programmes Threshold les plus fréquents, aujourd'hui on parle du programme maculaire. Le protocole Macula Threshold mesure la sensibilité sur des points très rapprochés, concentrés dans les 10 degrés centraux, permettant de détecter des scotons fins et précoces, souvent invisibles au champ visuel standard, c'est-à-dire les champs visuels mécaniques. Test maculaire, généralement 16 points dans les 5 degrés centraux, pour la sensibilité maculaire fine. Le protocole Macula Threshold est utile chaque fois qu'on suspecte ou on surveille ou qu'on veut préciser une atteinte fine de la vision centrale, que ce soit par la maladie maculaire ou par médicaments toxiques ou par une forme centrale de glaucome. Planche numéro 65. Macula Threshold suite. Les cas pour lesquels on utilise le protocole Macula Threshold. Les pathologies maculaires, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, les maculopathies toxiques, on a parlé des intoxications, par exemple l'hydroxychloroquine, la chloroquine aussi, les télangiectasies maculaires, membrane hyperéthénienne, trous maculaires, maculopathie héréditaire, comme la maladie de Stargardt. Tous ces thèmes, on va les expliquer plus loin. L'essentiel que vous savez qu'il y a beaucoup de maladies qui interviennent au niveau du champ visuel pour perturber le champ visuel et qu'il y a des machines pour analyser ces anomalies et pour avoir une idée sur la cause de ces pertes. Donc, d'autres pathologies qui perturbent les champs maculaires, les champs visuels. Il y a le glaucome avec atteinte du champ visuel central. Chez certaines personnes glaucomateuses, surtout ceux qui conservent un champ périphérique mais perdent précocement de la sensibilité centrale. Donc dans le glaucome, il n'y a pas seulement la perte du champ visuel périphérique qu'on appelle rétrécissement périphérique, mais aussi des lésions qui peuvent commencer par le centre. Parce que d'habitude, on perd la vision à partir de la vision, les champs visuels périphériques, c'est-à-dire on appelle rétrécissement concentrique. Les champs visuels là, moi je vois jusque là, mais au fur et à mesure, quand vous avez des glaucomes ou bien les maladies comme la rétine pigmentaire, vous voyez que les champs visuels se rétrécissent, vous ne pouvez pas aller plus loin là-bas, et ça se rétrécit progressivement jusqu'à avoir seulement une petite zone devant vous là, qu'on appelle les champs visuels tunnelaires. Alors, donc il y a dans les champs visuels, on peut détecter maintenant des anomalies qui commencent par le centre, au lieu de commencer par la périphérie pour aboutir au champ visuel. Le rétrécissement du champ visuel périphérique jusqu'à aboutir au scotum tunnelaire. On peut détecter les anomalies qui commencent par le centre. Et c'est ça l'avantage des appareils de champs visuels automatiques. Planche numéro 66. Macula Threshold suite. Cas pour lesquels on utilise le protocole Macula, la suite, dans les troubles fonctionnels ou inexpliqués de la vision centrale. Par exemple, baisse de la vision, de l'acuité visuelle sans explication claire à l'examen de la rétine. Donc, quand on essaye de corriger la vision avec des lunettes, et qu'on n'arrive pas à atteindre la correction maximale, c'est-à-dire que malgré la meilleure prescription, la meilleure correction, le malade n'arrive pas à lire les écritures fines, alors il faut suspecter un problème au niveau de la rétine et demander un champ visuel, surtout central, là, maculaire, pour voir si ce n'est pas un cas de ce genre-là. On peut utiliser les champs maculaires Threshold dans les cas de suivi précoce et précis. Par exemple, des patients sous médicaments potentiellement toxiques pour la macula, par exemple l'hydroxychloroquine. Là, on recommande officiellement de faire un champ visuel 10-2 pour bien détecter cette anomalie-là. 10-2, c'est
là-bas. Il y a des programmes un peu plus élargis, jusqu'à 10 degrés, 20 degrés. Il y a des programmes qui peuvent analyser les degrés entre de 10, par exemple de 10 à 20. D'autres qui peuvent analyser de 20 à 30, d'autres peuvent analyser de 30 à 60, d'autres peuvent analyser de 60 à 90. Donc tout ça, ce sont des programmes, c'est-à-dire les tracés topographiques qu'on doit analyser. Comme quand vous allez en ville, vous avez un programme, allez en ville. Mais quand vous arrivez en ville, il y a un protocole. Qu'est-ce que vous allez faire en ville? C'est la même chose avec ces appareils. Donc le programme, c'est la zone qu'on va analyser. Planche numéro 67. Façon les plus fréquents. Le nasal step. Là, on a vu le macula. Maintenant, c'est le nasal step. Le nasal step ou réseau nasal, planche numéro 67, c'est le programme spécifique pour les champs nasales. Typiquement, 22 points sur la zone nasale jusqu'à 30 degrés. Utile pour les scotomes nasaux précoces, surtout dans le diagnostic et le suivi du glaucome primitif à angle ouvert. Ça permet un diagnostic précoce du glaucome, surveillance de la progression, différenciation d'autres pathologies. Il est un des premiers signes caractéristiques d'atteinte du nerf optique glaucomateux. On vous a expliqué ce que c'est que le glaucome. D'habitude, le glaucome est associé à l'élévation de la tension de l'œil, mais ce n'est pas toujours le cas. Le glaucome, c'est en principe l'altération du nerf optique qui fait que le nerf optique commence à dégénérer. Et le premier signe, c'est la perte de champ visuel périphérique. On a vu là-bas qu'il y a aussi des pertes qui commencent par la vision centrale. Et puis, à la longue, il se produit des scotomes, c'est-à-dire des zones dans les champs visuels comme ça. Par exemple, quand moi je regarde, normalement je vois tout. Il n'y a pas de zone de cécité ou d'hyposensibilité. Mais dans le glaucome, quand le glaucome se développe, à l'intérieur du champ visuel, il y a des zones où la sensibilité devient basse ou carrément ça diminue. Et c'est ça qu'on appelle scotome. Quand c'est absolu, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, dans ces zones-là, c'est le scotome absolu. Et quand c'est seulement la sensibilité qui diminue, c'est-à-dire que la vision est toujours là, mais un peu diminuée, qu'il faut forcer, là, c'est le scotome relatif. Donc, le nasal step, c'est un programme spécifique pour le champ nasal, typiquement 22 points sur la zone nasale jusqu'à 30 degrés, utile pour les scotomes nasaux précoces, surtout dans le diagnostic et le suivi du glaucome primitif à angle ouvert. Permet un diagnostic précoce du glaucome, surveillance de la progression, différenciation d'autres pathologies. Il est un des premiers signes caractéristiques d'atteinte du nerf optique glaucomateux. Donc, le nasal step, qui est un des premiers signes caractéristiques d'atteinte du nerf optique. C'est-à-dire, quand on veut rechercher une atteinte du nerf optique glaucomateux, souvent, il suffit de rechercher le nasal step au champ visuel. Et là, quand c'est positif, en tout cas à 99% des chances, on a affaire à un glaucome. Et comme c'est une mauvaise maladie, c'est très important de faire cette recherche-là parce que si on laisse le glaucome se développer, les altérations du glaucome sont irréversibles souvent. Alors, c'est comme un feu. Quand le feu a brûlé dans la brousse, il y a des parties qui restent encore vertes, le feu progresse, mais ce qui est brûlé, on ne peut pas restructurer ça. C'est la même chose avec le glaucome, donc il faut attaquer la destruction avant terme pour que on garde ce qui est encore à garder. Parce que si on laisse ça, on atteint des lésions progressives qui seront irréversibles. C'est comme ça l'intérêt de faire l'examen, la recherche du nasal step au champ visuel pour détecter à un stade très précoce le glaucome pour qu'on n'atteigne pas même les minimes destructions du champ visuel. Planche numéro 68. Nasal step suite. Nasal step, c'est pour la zone nasale du champ visuel pour détecter les scotomes nasaux précoces. Le nasal step est typiquement respectueux de la ligne médiane horizontale, ce qui est assez spécifique du glaucome, contrairement à d'autres déficits qui suivent plutôt la ligne verticale, comme dans les lésions chiasmatiques ou rétrochiasmatiques. On a vu la fois passée que le champ visuel est subdivisé. On peut subdiviser le champ visuel, quand vous avez la ligne horizontale, en champ visuel hémisphère supérieur et l'hémichamp inférieur. Comme on peut subdiviser en hémichamp temporal de chaque côté, temporal ça, en référence avec la tempe, et le champ visuel nasal, référence au nez, ça dit la moitié interne, comme ça. Donc, et puis il y a des champs visuels qu'on appelle quadranopsie, ça dit que des atteintes au niveau un quart du champ visuel. Quadranopsie nasale supérieure, quadranopsie temporale supérieure, quadranopsie temporale inférieure, quadranopsie nasale inférieure, quadranopsie nasale supérieure. Et chaque atteinte là, c'est spécifique à une pathologie
précise quand on a un champ visuel avec anomalie et que on détermine bien le type de l'anomalie, on peut facilement, ça peut aider facilement à déterminer le type de la cause qui a provoqué cette anomalie et donner un traitement spécifique. Planche numéro 69, la suite du nasal step. Le nasal step, c'est les fibres nerveuses rétiniennes suivent une organisation anatomique très spécifique. Les fibres de la moitié supérieure de la rétine ne croisent pas vers le bas et inversement. Donc, une lésion localisée dans un faisceau nerveux ne dépasse jamais cette ligne. C'est ce qu'on appelle qu'on a appelé ci-dessus le respect de la ligne horizontale. Vous avez parlé de la ligne horizontale qui sépare les méchants supérieurs et les méchants inférieurs. La ligne horizontale qui passe par le point de fixation centrale. Nous avons parlé de la fixation centrale, la zone où, quand on regarde l'image qui tombe au niveau de la rétine, au niveau de la macula, alors l'objet qui est représenté au niveau de la macula, c'est ça le centre de champ visuel. Alors la ligne horizontale qui passe par ce point-là, c'est-à-dire l'objet qui est précisément fixé par l'œil, et la ligne horizontale, c'est ça qu'on appelle ligne horizontale médiane. Donc, c'est ce qu'on appelle, on appelle ici dessus le respect de la ligne horizontale qui passe par le point de fixation centrale, c'est-à-dire là où l'œil regarde directement. Elle divise le champ visuel en deux moitiés. La moitié supérieure qui est le champ visuel supérieur ou les méchants supérieurs, et la moitié inférieure ou les champs visuels inférieurs ou les méchants inférieurs. Nous avons vu qu'il y a des fibres supérieures et des fibres inférieures. Les fibres supérieures, quand vous avez des fibres qui viennent de la rétine supérieure, non, les fibres de la rétine supérieure, ils voient les images qui viennent d'en bas. Donc, les fibres supérieures s'occupent des images qui sont en bas et les fibres de la rétine inférieure s'occupent des images qui viennent d'en haut. Donc, quand on a au champ visuel une anomalie qui présente une défectuosité inférieure, ça dit que c'est la rétine supérieure qui a des problèmes. Planche numéro 70, suite du nasal step, c'est une perte de sensibilité. Si une perte de sensibilité est visible uniquement en haut ou en bas sans franchir cette ligne, cela suggère souvent une atteinte localisée au niveau des fibres nerveuses typique du glaucome souvent débutant ou modéré. On avait déjà dit ça. Le nasal step apparaît comme une zone plus sombre, moins sensible du côté nasal, donc à gauche dans l'œil droit, à droite dans l'œil gauche. Donc, quand c'est à l'œil droit, quand c'est à l'œil droit, c'est à gauche, quand c'est à l'œil gauche, c'est à droite. Parce que le nez est positionné dans la position médiane, comme on le dit. Donc, le nasal step apparaît comme une zone plus sombre, moins sensible du côté nasal, donc à gauche dans l'œil droit et à droite dans l'œil gauche. Mais tout ça, c'est au niveau du champ visuel, comme vous avez les tracés du champ visuel. Et donc, l'anomalie se présente du côté médiane, donc du côté du nez. Le nasal step peut s'étendre du point de fixation à la périphérie nasale, généralement respectant la ligne horizontale, comme on l'avait déjà dit. Planche numéro 71. Le nasal step, les indications pour rechercher le nasal step. Le nasal step, dans quel cas rechercher un nasal step? Principalement dans le dépistage et le suivi du glaucome. Je l'avais déjà dit, c'est un signe presque pathognomique du glaucome. Quand on a ça, on est presque sûr qu'il s'agit de glaucome. Donc, le début de glaucome, le nasal step est un des premiers signes fonctionnels avec le scrotum paracentral et l'encoche temporale. Suivi de progression pour voir si le nasal step s'élargit ou s'aggrave. Corrélation structure-fonction en cas d'atteinte du nerf optique. Et le nasal step, on le recherche aussi quand on suspecte une asymétrie de sensibilité de part et d'autre de la ligne horizontale nasale, révélatrice d'une atteinte de fibres arquées. On peut aussi rechercher les champs, dans les champs visuels du nasal step en présence d'anomalies structurelles, par exemple encoche ou rebord neurorétinien, amincissement des fibres nerveuses visibles à l'OCT. L'OCT, c'est notre examen qui analyse la rétine. Là, on envoie des rayons infrarouges qui pénètrent, c'est comme l'échographie, qui pénètrent dans la rétine et vous donne l'image des différentes couches de la rétine. Et si ce sont des clivages, ou bien des odèmes, ou bien des kystes, ou bien des décollements, on peut voir ça facilement à l'OCT. L'examen de l'OCT couplé avec le champ visuel, c'est une méthode, un moyen de bien suivre l'évolution du glaucome pour voir s'il y a de nouvelles lésions qui apparaissent ou si les lésions débutantes là ont régressé. Parce que quand le nerf optique dégénère, ce n'est pas que ça meurt directement.
les nerfs optiques commencent par perdre un peu la sensibilité et puis ça commence à perdre un peu la fonction avant de mourir complètement. Alors, les tissus nerveux qui ne sont pas complètement morts, qui sont seulement un peu engourdis, on peut les récupérer, ce qu'on appelle la régénérescence des nerfs optiques. Alors, maintenant, quand on découvre qu'il y a des atteintes du nerf optique qui commencent, à ce moment-là, on peut récupérer encore le nerf optique au lieu de le laisser mourir définitivement. Parce que quand c'est définitivement mort, disons, alors ça devient irréversible. Les tissus nerveux morts ne régénèrent pas. Alors, il faut essayer d'atteindre la cause, le diagnostic avant pour qu'on n'arrive pas au stade irréversible. Planche numéro 72. Là maintenant, ça nous introduit dans ce qu'on appelle le programme SCREEN. Donc, dépistage individuel ou de masse. SCREEN, c'est-à-dire dépistage. C'est la même chose que le screen de l'écran. Pourquoi cette corrélation? Quand, par exemple, la caméra fixe, il y a un spot qui parcourt horizontalement la caméra d'un point jusqu'à l'autre. On sait que, par exemple, chaque ligne a peut-être 80 pixels. Alors, quand il parcourt 80 pixels, il descend à la ligne inférieure. Il parcourt encore 80 pixels, il descend. Tu vois, il balaye. Le screen, c'est balayé. Alors, maintenant, c'est la même chose avec le programme SCREEN des champs visuels. Il analyse soit individuellement les champs visuels de la personne, soit peut faire un balayage de masse. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle dépistage de masse. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont fait le même examen, pas de façon approfondie, mais juste pour voir s'il y a une anomalie ou pas. C'est un test un peu moins précis par rapport au test, le threshold qu'on avait dit là. Là, c'est un test approfondi, c'est pour voir les anomalies dans les détails et avec précision pour voir de quel degré, à combien de degrés peut se quantifier l'anomalie. On parle de la sensibilité en décibels. Si l'anomalie a beaucoup de décibels, c'est que l'œil est fortement atteinte. Si l'anomalie a peu de décibels, de perte, ça dit que l'œil a perdu une petite partie et est presque entièrement fonctionnel. Alors, maintenant, dans le screening, on vérifie seulement, on prend une sensibilité moyenne. On vérifie si l'œil est sensible à cette stimulus-là, à cette stimulation-là, ce stimulus-là, s'il peut réagir ou bien s'il ne réagit pas. Maintenant, on ne cherche pas à connaître le seuil, de quel degré, à combien de degrés l'œil est encore fonctionnel, à quel degré l'œil a perdu la vision. C'est ça qu'on appelle screening, juste pour avoir une idée. Alors, quand maintenant ça donne, on a une idée qu'il y a une anomalie, maintenant on passe à l'examen approfondi, le threshold, le premier qu'on avait vu là, pour avoir les détails, pour connaître exactement de combien de degrés l'œil a perdu la sensibilité. S'il a perdu à 100%, s'il a perdu à moitié, s'il a perdu de 1 quart, ainsi de suite, c'est avec le programme SCREEN. Planche numéro 73. Dans les programmes les plus fréquents dans les screens, le programme SCREEN, par exemple, programme SCREEN qui est dépistage, en exploration du champ visuel, le programme SCREEN ou Screening Programme est un mode particulier conçu pour faire un dépistage rapide plutôt qu'une mesure détaillée et précise des seuils de sensibilité. Planche numéro 74, les programmes SCREEN suite. Pour les programmes SCREEN, leurs noms sont souvent une lettre suivie d'un trait d'union, puis des chiffres comme suite. Donc il y a plusieurs protocoles dans le programme SCREEN. Alors chaque programme a un nom. Ce nom-là est presque uniforme pour toutes les machines. Donc il y a des programmes par exemple 140, les programmes C76, les programmes P60, les programmes Nasal Step, les programmes FF81, FF120, FF135. On va voir dans la suite qu'est-ce que tout cela signifie. Branche numéro 75, quand utiliser les programmes SCREEN. Dépistage initial rapide. Comme on l'avait dit, on prend quelqu'un, on cherche rapidement pour voir si l'œil est normal ou pas normal, mais pas pour avoir les détails d'une perte de combien, à quel niveau exactement, tout ça, juste pour savoir si l'œil est normal ou pas. Comme on peut voir dans la population, quelles sont les personnes qui sont normales et quelles sont les personnes qui sont atteintes. Et les personnes qui sont atteintes, on les envoie au centre pour qu'ils subissent un examen plus approfondi et les personnes normales, on les libère. C'est la même chose ici aussi pour les programmes screening de champ visuel. Donc toujours la planche 75, le patient peut, quand on se fait demander le programme SCREEN, c'est quand on fait le dépistage initial qui est rapide. Le patient
peu coopérant fatigué, parce que plus le test traîne, plus le malade se fatigue, il commence à répondre n'importe comment. Lui, pour lui, que l'essentiel, il a répondu, que l'examen passe, qu'on en finisse. Il ne sait pas qu'en faisant ça, l'examen n'est plus précis, ne donne plus la réalité de l'anomalie. Là, on perd l'utilité de la maladie, parce qu'il va répondre positif là où ce n'est pas positif, faire répondre négatif là où ce n'est pas négatif, et ça ne donne aucune idée sur la nature et l'étendue de la maladie. Donc, pour les patients peu coopérants ou fatigués, il faut faire des tests qui durent très peu de temps. Par exemple, le screening, pour ne pas arriver au stade où les malades sont fatigués et commencent à répondre n'importe comment, pour donner des réponses non significatives qui n'ont aucune importance dans le diagnostic et dans la détermination du traitement. Donc, on peut utiliser aussi les programmes screening dans la surveillance grossière plutôt que le diagnostic détaillé, comme j'avais déjà dit. Planche 76. Quand utiliser les programmes screening, suite dépistage de masse ou de routine. Les patients sans antécédents connus de glaucome ou de neuropathie optique. Dans l'examen systématique dans des populations à risque, par exemple l'âge, antécédents familiaux, parce que le glaucome, ça peut paraître même chez les nouveau-nés. Il y a des nouveau-nés qui naissent avec le glaucome, le ophtalmos. Mais dans l'ensemble, c'est une maladie qui vient avec l'âge. Plus l'âge avance, plus on a des risques d'attraper le glaucome. Et puis, il y a une possibilité d'hérédité, il y a une tendance héréditaire. Les patients qui sont nés de familles glaucomateuses, ils ont aussi une tendance élevée à développer le glaucome. Donc, dans les examens systématiques dans des populations à risque, ce qu'on appelle population à risque, plus on est âgé et plus, quand on est né dans une famille glaucomateuse, on est plus enclin à faire le glaucome que les autres qui ne sont pas dans cette catégorie-là. Quand il faut procéder encore au dépistage de masse ou de routine, dans les bilans préopératoires, par exemple, avant la chirurgie de cataracte chez un patient à risque. Chez un patient à risque qui a une cataracte, il faut savoir si il a déjà un début de glaucome, parce que l'opération de cataracte peut aussi avoir comme complication l'apparition du glaucome, parce que ça bouscule les travées par où l'eau passe, lumière aqueuse passe, et avec ça fait des précipitations là. Avec l'inflammation après opération, l'inflammation là peut provoquer des granules qui peuvent boucher les trous par où les lumières aqueuses passent, et en les bouchant, lumière aqueuse ne peut plus quitter l'œil, ça s'entasse, et ça fait augmenter la tension intraoculaire. C'est comme ça qu'il faut faire un bilan chez les malades les plus exposés, les plus susceptibles de développer ce phénomène-là, avant l'opération de la cataracte. Quand utiliser les programmes screening, toujours la planche 76, chez les patients qui ne peuvent pas soutenir un examen long. On a déjà dit ça. Les personnes âgées, fatiguées ou peu coopérantes, les patients cognitivement fragiles ou enfants. Par exemple, les malades qui ont l'Alzheimer, des histoires comme ça, des malades précomateux, des histoires comme ça, ou bien les enfants qui ne peuvent pas garder, comment dirais-je, ils ne peuvent pas se tenir calmes pendant très longtemps. Alors, il faut un examen très expéditif qui vous donne quand même ne fût-ce qu'une idée, au lieu de n'avoir absolument aucune idée. Planche numéro 77. Quand utiliser encore les programmes screen, pour la suite, dans le suivi rapide entre deux examens détaillés, vérifier s'il existe une évolution grossière d'un défaut connu. Contrôler la stabilité d'un glaucome entre deux examens threshold plus longs et plus précis. Quand on a fait un examen threshold, qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis, mais il prend beaucoup de temps, il peut durer 1 heure de temps. Alors, entre deux examens éloignés, on peut quand même faire l'examen screening qui prend moins de temps, il est moins précis, mais quand on sait que l'anomalie se trouve à tel niveau, on peut quand même rechercher l'anomalie à ce niveau-là et voir s'il y a un peu de changement, s'il y a quelque chose qui s'ajoute ou quelque chose qui ne s'est pas ajouté. Donc, les thresholds, ça prend moins de temps et ça permet un suivi rapide, un peu plus grossier, mais quand même un peu plus rapide que l'examen threshold qui dure 1 heure de temps ou plus. Quand encore utiliser le programme screening de 4, dans la recherche des déficits visuels fonctionnels. Dans certaines maladies neurologiques, par exemple l'AVC, les tumeurs, ça peut être des tumeurs orbitaires, des tumeurs intraoculaires, des tumeurs intracrâniennes par où le nerf optique passe, ou les tumeurs éloignées, mais quand il y a une tumeur, la tension dans l'œil, dans le cerveau peut augmenter. Alors, cette tension, ça peut refouler certains organes qui sont dans le cerveau et comprimer certains nerfs, en particulier le nerf optique. Alors, quand le nerf optique est comprimé, il ne fonctionne plus bien, alors ça peut donner des anomalies de transmission des signaux
que l'œil perçoit à partir du monde environnant. Alors, ces perturbations-là sont détectées par le champ visuel. Il y a d'autres examens aussi, l'électrorétinographie, tout ça, les potentiels évoqués. Mais ici, nous parlons du champ visuel. Avec le champ visuel, on peut facilement détecter qu'il y a une anomalie. Alors, on peut maintenant chercher où se trouve l'anomalie. Est-ce que c'est une tumeur au niveau de l'œil? C'est une tumeur au niveau du nerf optique, dans le globe, dans l'orbite? Est-ce que c'est une tumeur au niveau du trajet du nerf optique, par exemple dans l'hypophyse? Ou bien est-ce que c'est une tumeur éloignée qui refoule certains autres organites du cerveau qui peuvent, en les refoulant, d'autres organes du cerveau compriment le nerf optique, et on peut toujours, à partir de là, avoir une idée sur ce qui se passe dans les crânes pour prendre des décisions appropriées. Par exemple, si c'est une tumeur intracrânienne, on envoie les malades chez le neurologue et qui va procéder à son opération pour enlever la tumeur, et ainsi de suite. Donc, dans certaines maladies neurologiques, AVC, tumeurs, pour détecter des hémianopsies ou quadranopsies. Dans ces cas-là de tumeurs, on a des hémianopsies. On a dit que le champ visuel est divisé, les champs supérieurs et les champs inférieurs, les champs temporal et le champ nasal. Si c'est tout, par exemple, les champs supérieurs qui est atteint, hémianopsie supérieure. Si c'est tous les champs inférieurs, c'est l'hémianopsie inférieure. Comme on peut avoir seulement un déficit au niveau du quart du champ visuel, là on parle de quadranopsie. Donc, hémianopsie, la moitié, quadranopsie, le 1 quart. Planche numéro 78, principe du programme Screen. Le programme Screen ne cherche pas à déterminer le seuil exact à chaque point, mais vérifie seulement si le patient voit ou non des stimulus d'intensité standardisés. Donc, c'est un stimulus d'intensité fixe qu'on fait passer au niveau de tout l'œil pour voir juste s'il y a une anomalie. Si il ne sait pas voir le test standardisé là, c'est qu'il y a une anomalie au niveau de l'œil. S'il peut voir ça, cela ne veut pas dire qu'avec des stimuli plus faibles, il peut voir. Mais au moins, on a une idée. Donc, exemple de test FDT C21, ça c'est un peu technique, ou en fait 120.screen, c'est un exemple de test screen qu'on fait avec les champs visuels automatisés. Cela permet de gagner du temps, souvent la moitié ou le 1/3 du temps des tests threshold complets, au prix d'une moindre précision, comme on l'avait déjà dit. On gagne un peu de temps, mais la précision est moindre, mais au moins on a quand même une idée de ce qu'il y a, s'il y a une anomalie ou pas. Quand il y a une anomalie, c'est confirmé, il y a une anomalie. Quand il n'y a pas d'anomalie, ça ne garantit pas que des tests plus précis pouvaient ne pas montrer l'anomalie. C'est-à-dire que quand il n'y a pas on ne remarque pas d'anomalie avec le test screen, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie. Si au niveau de la clinique, c'est-à-dire la manifestation, au niveau de la constatation, on trouve des anomalies suspectes, alors maintenant, on va passer au test plus précis et plus rigoureux qui prend beaucoup de temps. À ce moment-là, on est obligé, il n'y a pas d'autre choix, on est obligé de faire le test qui prend beaucoup de temps, qui est un peu fatigant pour les malades. Et si c'est un malade non collaborant qui ne peut pas collaborer, on n'est pas sûr de terminer l'examen avec des résultats fiables. Donc c'est comme si on n'a pas fait l'examen. Donc c'est mieux de faire un examen screening qui prend moins de temps que de faire un examen qui prend beaucoup de temps, le malade est fatigué et l'examen est moins sûr. Donc on tombe un peu dans les mêmes aléas. Et pratiquement il n'y a rien qui soit qui a plus de gains que l'autre. Mais avec le screening, on passe moins de temps. Avec le seuil, on prend plus de temps et il y a un risque que le malade n'a pas collaboré pour ne pas avoir des résultats fiables. Donc, si vous faites trop confiance à cet examen-là, vous allez avoir une idée fausse de la maladie et prescrire un traitement qui n'est pas correct. Donc, c'est mieux quand même un examen screening. De toute façon, là, on sait que le test n'est pas très sensible. On se limite là-bas. On a quand même plus de garanties avec ça qu'avec un examen plus détaillé qui prend plus de temps et qui donne de faux résultats manifestes. Planche numéro 79, le screening par rapport au suprafthreshold et threshold. Le screen le plus rapide uniquement pour dépister. On avait dit ça. Le suprafthreshold, c'est un peu plus précis, utile pour confirmer ou suivre une anomalie connue. Le threshold, le tout premier qu'on avait vu la fois passée, il est complet et quantitatif, indispensable pour le diagnostic et le suivi du glaucome, des pathologies neuro-ophtalmologiques, etc. Et comme on avait dit, c'est un texte fatigant qui peut être déroutant et entraîner dans des erreurs. Et planche numéro 80, les programmes screen les plus fréquents. On avait dit qu'il y a plusieurs tests au niveau de screen, il y a plusieurs protocoles
il y a le protocole C40, le programme C76. Le C là signifie champ visuel central. Et il y a le protocole P60, le protocole P signifie périphéral, c'est-à-dire périphérique. Périphérique, on avait dit, c'est entre ici et là. Par le central, c'est seulement là, quand il s'agit de la vision maculaire, la vision centrale entre 10 degrés, 0 à 10 degrés, parce que là, c'est la vision centrale, la vision la plus sensible, qui donne plus de détails, sensible à la lumière, et puis il donne la vision des couleurs. Alors, tout ce qui est en dehors de ça, c'est la vision périphérique. Souvent, on se limite à P60, 60, c'est-à-dire 60 points répartis sur la périphérie. Le programme FF81, FF120, tout ce qui est précédent, tout ce qui commence par FF, le FF là signifie full field, c'est-à-dire que de 0 à 80 degrés. Donc vous avez les champs visuels central, vous avez les champs visuels périphériques, et puis vous avez les full field, c'est-à-dire tous les champs. On peut dire pan-champ. Pan, c'est-à-dire le tout, hein, mais ça c'est pas un terme qu'on utilise, mais c'est pour un peu illustrer, donner un peu une explication, c'est le full field. Full c'est entier, field c'est champ. Donc les champs complets. Planche numéro 81, programme screen les plus fréquents. On continue. Ci-dessous, on va voir le check range, c'est-à-dire l'étendue du champ testé, et le dot count, c'est-à-dire le nombre de points utilisés pour faire le test. Pour chacun des programmes screen ci-dessus. On avait vu que les dots, plus il y a de points, c'est comme une image sur votre ordinateur, bien votre portable, plus vous avez des points, c'est-à-dire les pixels, plus l'image est nette. Plus moins de points, la résolution est moindre. C'est la même chose avec les champs visuels. Plus il y a des points, plus on a une idée exacte sur les anomalies. Et moins il y a de points, on va plus vite, on gagne du temps. Mais la présentation de l'anomalie n'est pas tout à fait précise, c'est un peu flou. Et ça donne un peu moins de détails, mais c'est plus rapide. Donc on va voir dans la suite ici ce qu'on appelle quels sont les check range disponibles pour les programmes screen et quels sont les dot count qu'on utilise, c'est-à-dire le nombre de points. En bref, on peut dire la résolution du tracé de champ visuel. 82, planche 82, programme screen le plus fréquent. Il y a le C40, programme de dépistage central sur 40 points espacés dans les 30 à 40 degrés centraux. 30 à 40 degrés, c'est-à-dire le champ visuel qui va presque là. Le C76, programme central plus dense, 76 points correspondant à une grille plus fine sur 30 à 40 degrés. Donc beaucoup plus de points, l'image est plus nette, ça prendra un peu plus de temps. Le P60, c'est-à-dire P c'est périphérie, programme périphérique, 60 points répartis sur 60 degrés pour explorer la périphérie. Périphérie, ce n'est pas nécessairement à l'extrême, c'est à partir de déjà 10 degrés, 60 degrés. Là, c'est déjà la périphérie. Planche numéro 83, d'autres protocoles du programme screen. Il y a le FF81, full field, plein champ, sur 81 degrés, 81 points pour un dépistage large. C'est-à-dire full field, c'est de là jusqu'à là. Full field 120, c'est le full field sur 90 degrés à 120 points pour une analyse très étendue du champ visuel. Le FF135, c'est le full field sur 90 degrés, 135 points, grille encore plus dense pour une sensibilité maximale. Le FF, c'est toujours le full field, c'est-à-dire de 0 à 90 degrés. De 0 à 90 degrés. Et le 81 qui suit là, c'est le nombre de points utilisés, c'est-à-dire les pixels. On peut dire les pixels utilisés, le nombre de pixels utilisés pour faire le champ visuel. Donc, ça détermine la netteté. Plus il y a des pixels, plus ça prend du temps et ça devient ennuyant pour les malades. Et avec toutes les autres intempéries qui peuvent arriver, le malade peut se fatiguer, il peut s'endormir, tout ça, les courants peuvent partir. Et on a quand même des risques qu'on n'arrive pas à la fin de l'examen. Planche numéro 84, protocole nasal step. On avait vu le protocole nasal step pour le threshold. Maintenant, c'est le protocole nasal step pour le screen. C'est-à-dire, toujours le nasal step, la recherche du nasal step, mais avec un peu moins de précision et moins de détails. Ce programme nasal step du programme screen, c'est un programme spécifique pour le secteur nasal, généralement 22 points sur 30 degrés nasaux, utile pour la détection précoce des scotomes nasaux. Planche numéro 85, le nasal step suite. Le nasal step ou réseau nasal n'est pas un protocole au sens strict, mais un type de défaut du champ visuel qui correspond à une perte de sensibilité située du côté nasal du champ visuel, souvent en respectant la ligne horizontale, comme on avait dit. Il y a une ligne horizontale qui passe par la vision centrale.
Et si l'anomalie est du côté supérieur ou inférieur, souvent c'est typique du glaucome. Donc, c'est en fait, le réseau nasal n'est pas un protocole au sens strict, mais un type de défaut du champ visuel qui correspond à une perte de sensibilité située du côté nasal du champ visuel, souvent en respectant la ligne horizontale qu'on explore et surveille grâce au programme Threshold comme 24.4, 24.2 ou 32. Donc, pour avoir des détails, le screen a aussi ce programme, mais pour avoir ça en détail, là maintenant, on passe au programme Threshold comme on l'avait vu, qui est beaucoup plus précis parce qu'il a beaucoup de points, et puis lui il teste le seuil. Il commence par un stimulus de faible intensité. Si le malade ne réagit pas, il fait d'abord les autres points et puis il revient sur le même point, il fait encore il refait le test avec un seuil, une intensité un peu supérieure, jusqu'à ce que si on projette les stimulus d'intensité maximale, le malade n'a toujours pas vu, alors maintenant là on sait que sur ce point là le malade est aveugle. Et si le malade ne voit pas avec le stimulus le plus bas, donc il a une sensibilité intermédiaire entre le normal et la cécité pour ce point-là. Donc on détermine le seuil à partir duquel l'œil répond sur ce point-là sur lequel on a projeté le spot. Le nasal step appartient typiquement dans les glaucomes, apparaît typiquement dans les glaucomes en rapport avec l'atteinte de fibres nerveuses arquées, comme on avait déjà dit. Planche numéro 86, les programmes les plus fréquents, tout ça. On commence par les programmes, oui, on a vu les programmes Threshold, on a vu les programmes Threshold, c'est pour les examens détaillés, approfondis, et puis avec le seuillage, comme on dit, c'est-à-dire déterminer le seuil. Alors, il y a aussi le programme Screen pour faire rapidement les choses, avec moins de précision, moins de détails. Il y a aussi le programme maintenant spécial. Spécial, c'est pour des cas spéciaux. C'est pour des cas spéciaux. Là, maintenant, il y a encore une possibilité de faire un examen sur des cas spéciaux parce que tout ça est précoce. Pour les glaucomes, il y a un programme. Pour la déchéance maculaire, il y a un programme. Pour les rétines pigmentées, il y a un programme. Pour les décollements de la rétine, il y a un programme. Pour tout ce qui peut atteindre la rétine, il y a un programme. La rétine, quand on parle de la rétine, il faut voir même le nerf optique et les parties du cerveau qui sont connectées à la rétine. Parce que la rétine, c'est une extension du cerveau. C'est le nerf, les fibres nerveuses de la rétine, les fibres nerveuses qui viennent de la rétine, ce sont ces fibres-là qui constituent le nerf optique qui débouchent jusqu'au cerveau. Donc, la rétine, c'est un peu une continuation du cerveau. Alors, il y a des tests qui analysent les fibres nerveuses de la rétine, qui peuvent analyser le cerveau, qui peuvent analyser les champs, les tractus optiques, les voies optiques comme on appelle ça, c'est-à-dire les connexions qui connectent l'œil et la rétine, et l'œil et le cerveau. Ces fibres-là peuvent avoir des coupures quelque part. C'est comme quand vous avez les anciennes fibres, les anciens câbles téléphoniques qui étaient sur câble. Le téléphone peut être bien, la centrale peut être bien, le téléphone du correspondant peut être bien, mais le câble peut se couper quelque part. Et là, c'est un peu l'équivalent d'un déficit au niveau du trajet du nerf optique, bien qu'on appelle en général les voies optiques. Donc, les programmes spéciaux. Ce programme spécial, cas spéciaux, pour les programmes spéciaux, les noms sont libellés en toutes lettres. Voir la diapositive suivante. Le chronomètre indique que nous avons presque atteint les 45 minutes qui nous sont réparties. Je vois ici, c'est un tout nouveau système. On a parlé de threshold, on a parlé de screen, et maintenant on doit commencer le programme spécial. Et ce programme spécial, si on le commence maintenant, ça va nous prendre plus de 5 minutes, plus de 5 minutes qui restent. Alors, on arrête là-bas pour reprendre la prochaine fois, pour donner la suite la prochaine fois. Et nous remercions les téléspectateurs qui ont bien suivi. Et l'émission sert à partager les connaissances et l'expérience qu'on a acquis dans sa profession, dans la vie, et puis présenter quelques trucs et astuces si quelqu'un connaît, par exemple, on a toujours dit qu'il faut faire ceci devant tel cas, et que vous avez, découvert qu'en faisant ça, ça donne moins de résultats que ce que vous-même vous faites. Quelqu'un qui a des idées comme ça, des histoires comme ça, il peut partager avec les autres pour faire le partage des connaissances. Et puis, si même, avec ce que nous présentons, si quelqu'un connaît plus que ça, il a des choses à contester, il y a des choses à ajouter, à améliorer, il est toujours le bienvenu, il peut venir parler pour que nous tous, nous puissions apprendre aussi de lui. Donc, c'est ça. Les gens, on vous invite à
participer à l'émission, faire vos propositions pour la participation. Vous téléphonez, on vous enregistre et vous venez présenter. Et vous êtes appelé à faire des commentaires, des suggestions, de tout ça. Et on va prendre ça en considération pour améliorer les émissions suivantes. Ce n'est pas seulement destiné à dire ce que tout le monde connaît, c'est pour apprendre des histoires dont tout le monde ne parle pas, pour que tout le monde ait un niveau un peu plus élevé de connaissances et tout le monde puisse se retrouver un peu dans tout ce qu'on fait. Et nous vous remercions de votre attention et nous invitons à suivre et puis à participer à l'émission, c'est-à-dire venir participer à l'émission. Et nous vous remercions de toutes vos attentions que vous avez accordées à l'émission et surtout, comme c'est une chaîne religieuse, comme on le fait passer, nous vous remercions beaucoup et nous vous ouvrons les effluves du ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine fois. RTVE, Radio